Kikou! J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu le voir, nous avons fait un voyage au Pérou qui a été relativement riche. Donc si d'ailleurs vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets la petite suggestion juste ici. Donc n'hésitez pas à aller la visualiser. Cette vidéo-là relate la totalité de notre voyage, ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu. Et la vidéo d'aujourd'hui, ça va être plus du conseil, un retour d'expérience sur ce que nous avons vécu pendant ce voyage-là. On va vous présenter tout ça de notre propre point de vue, c'est vraiment un retour d'expérience personnelle, donc peut-être y aura-t-il des désaccords sur certains points. Allez, c'est parti! Afin de pouvoir voir le maximum de choses et pouvoir aller où on veut et quand on veut, donc nous avons loué un 4x4 sur place. Pendant les 15 jours où nous étions présents au Pérou, nous avons fait à peu près 3467 km. En France, nous avions déjà envisagé une boucle réalisable en 15 jours. Et puis donc nous avons réservé une chambre d'hôtel pour les 2 premières nuits à Lima et pour les 2 dernières nuits à Lima également pour se reposer. Donc tout le reste du séjour, ça a été vraiment une totale improvisation au niveau des chambres d'hôtel, ce qui ne nous a pas empêché de trouver des hôtels plutôt corrects, voire très corrects. Au passage, concernant les hôtels, un petit conseil, donc nous on a fait l'expérience d'hôtels en centre-ville et hors centre-ville, et au final on préfère vraiment les hôtels excentrés du centre-ville, c'est beaucoup moins brillant et c'est beaucoup plus agréable. Et tous les hôtels on les trouvait grâce à une application, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, revenons sur l'itinéraire. Donc, début du périple à Lima. Ensuite, nous avons longé progressivement la côte pour rejoindre Puno. Après quoi, nous avons rejoint Cusco, où nous sommes restés quelques jours pour visiter les sites aux alentours, comme par exemple les montagnes colorées de Palcoyo, les salines de Maras, etc. Et puis, ensuite, donc, nous avons retraversé la totalité du pays pour rejoindre Ica en passant par Nazca. Après, nous sommes remontés jusque Paracas, où nous avons fait une excursion en bateau vers les îles de Ballestas. Et puis également, nous avons loué une petite moto pour visiter les plages voisines. Donc c'est plutôt un bel itinéraire, en tout cas c'est ce que nous pensons, et ça nous a permis de ramener beaucoup de souvenirs. Généralité à savoir sur le Pérou. Donc le Pérou est un grand pays, vous y rencontrerez des paysages aux grands espaces. La monnaie du Pérou c'est le sol, donc un sol c'est 27 centimes d'euros. Les Péruviens sont bienveillants, ils sont avenants, ils sont gentils et on les a trouvés très heureux. La langue du pays, c'est majoritairement donc l'espagnol. Après, bien sûr, il y a quand même quelques dialectes locaux, mais globalement, si vous parlez espagnol, vous y arriverez vraiment très bien. Donc c'est un pays avec une faune assez riche. L'animal emblématique, c'est l'alpaga, le lama. Et de ce que l'on a pu constater, donc les Péruviens vivent en majorité donc, du tourisme et de l'agriculture. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire concernant la circulation, les voitures, les routes au Pérou. Au premier abord, leur conduite peut surprendre. Quand vous conduisez au Pérou, il faut vraiment avoir une conduite qui est dynamique, énergique et hyper attentive. Si par exemple vous avez peur dans certaines situations en France, bon bah c'est vrai que vous risquez de ne pas être très à l'aise au Pérou, mais très franchement, avec un peu de concentration, on s'y fait quand même très vite. Alors attention, hyper important, le piéton là-bas n'est pas prioritaire. Donc quand vous êtes en mode piéton, faites très attention à vous. Et pour information, là-bas on double à gauche et à droite. Donc surveillez bien tous vos angles morts. Alors au Pérou, ils klaxonnent tout le temps. En France, on klaxonne que en cas de danger.
Et là-bas, ils klaxonnent à l'approche d'une intersection ou pour prévenir les piétons de leur arrivée ou même pour passer un message aux véhicules de devant ou d'à côté. Alors, il faut savoir aussi qu'ils forcent beaucoup le passage avec leurs véhicules. Ils ne sont pas aussi soigneux que nous et ils s'en fichent de rayer un petit peu leur véhicule. Donc finalement, c'est celui qui force le plus qui passera en premier. Bon, ça c'est surtout valable dans les grandes villes. Alors, eux là-bas, ils communiquent beaucoup avec la main en conduisant. Donc par exemple, s'ils veulent tourner à gauche, bien souvent, donc ils mettent la mimine par la fenêtre et puis ils font signe. Et bien souvent, rien que de faire cela, celui de derrière les laisse passer. Donc là-bas, les clignotants et les feux de détresse, ils en mettent beaucoup, mais ça sert à rien. Il n'y a souvent pas de raison. Donc vous, en tant que touriste, si vous y allez et que vous conduisez, utilisez quand même beaucoup vos clignotants. Utilisez la mimine par la fenêtre et ne vous fiez pas à leurs clignotants et aux feux de détresse. Alors, globalement, pas de difficulté particulière pour se stationner un petit peu partout, sauf éventuellement dans les grandes villes. Alors, au Pérou, il y a aussi des contrôles routiers assez réguliers. Nous nous sommes fait arrêter par un gendarme. Il regarde un petit peu à l'intérieur du véhicule. Il a vu entre autres notre matériel électronique. Et il nous dit, bon bah voilà, vous n'aviez pas les feux de croisement allumés. Ça fait 200 sols. On lui demande un procès verbal. Il ne veut pas vraiment nous le fournir et deux options, soit on passe à un poste de gendarmerie qui se trouve on ne sait pas trop où à des kilomètres, ou bien on paye en direct en espèces. Donc nous avons choisi de payer en direct en espèces, c'est 200 sols et puis le gendarme était plutôt content. Donc attention à la corruption de certains gendarmes. Heureusement il n'y en a pas beaucoup. Privilégiez des hôtels avec des parkings pour la sécurité de votre voiture. Attention à la conduite de nuit au Pérou, c'est très difficile et fatigant. Ils conduisent beaucoup en plein phare et de plus ils rajoutent très souvent donc, des rampes de LED à l'avant de leur véhicule. Donc ils les éteignent pas toujours quand on les croise, donc du coup ça rend la conduite assez fatigante. Et puis concernant l'éclairage, il n'y en a pas en général dans les tunnels. Vous pouvez rencontrer un peu de tout sur le bord des routes et grandes routes. Ça peut être des chiens, des personnes, du bétail, des personnes avec des charrettes, etc. Donc prudence. On a même rencontré sur une 4 voies une voiturette taxi à contresens sur la bande d'arrêt d'urgence. Attention au croisement avec les autres véhicules, parfois c'est un petit peu étroit, on peut même croiser des bus dans les petits chemins et même jusque 4000 mètres d'altitude. Soyez très prudent à l'approche des voies ferrées, que ce soit en centre-ville ou en campagne. Vous n'avez ni barrière ni feu. En fait, donc un train peut arriver en même temps que vous et vous avez juste quelques panneaux avant cette voie ferrée qui vous indiquent que vous allez traverser une voie ferrée, mais vous n'avez rien de plus pour vous prévenir. Alors franchement, pour être indépendant tout au long de votre séjour, on vous conseille de louer une voiture. Nous n'aurions jamais fait tout ce que l'on a fait si nous n'en avions pas eu ou si nous avions dû dépendre des bus.
Si vous en louez une, on vous conseille de comparer les prix. Les grands axes sont plutôt beaux et les routes correctes, mais on vous conseille quand même de prendre un 4x4 si vous devez passer une portion de route un petit peu abîmée, vous serez moins en souci, ou si vous avez l'envie soudaine d'aller visiter un village un petit peu excentré, ou même si vous allez visiter les montagnes de Palcoyo, il vous faudra quand même plutôt un 4x4. Il y a de nombreux gros dodanes sur toutes les routes, que ce soit en ville ou en campagne et dans tout le pays. Donc c'est vraiment intéressant aussi d'avoir un 4x4 pour ça. Et puis il y a aussi des péages très réguliers un petit peu partout dans le pays, que ce soit sur les petites routes, les grandes routes, un peu partout. Prendre plutôt une voiture diesel et non pas une voiture avec gasoline 98 parce qu'il y a très peu de stations qui en proposent et en plus ça coûte plus cher. Donc nous évidemment on a pris une voiture avec du gasoline 98 donc on s'est vu plusieurs fois à la chasse au carburant parce que finalement on ne trouvait pas de station qui en proposait. Donc prenez plutôt du diesel. Lorsque nous nous rendons dans un autre pays ou même en France finalement, on utilise un GPS gratuit et hors ligne. Donc le nom de l'application c'est Offline Maps et Navigation. Donc c'est gratuit et très pratique. Avant de partir donc en vacances, on télécharge la carte du pays concerné et ça nous permet de nous déplacer aisément donc, dans le pays. C'est également grâce à cette application que l'on a réussi à trouver donc, les hôtels, les restaurants et également donc, les stations à service. Ça nous a bien rendu service. Donc quand vous utilisez cette application, mettre d'abord le mode avion et seulement ensuite activer la position pour être sûr de ne pas payer du réseau. Donc cette application elle est vraiment géniale, donc c'est pas un partenariat hein, mais elle est vraiment géniale et elle nous sert partout dans le monde. Alors on change un petit peu de thème maintenant, on passe à la sécurité. Avant de partir au Pérou, on pensait être en danger un petit peu partout, mais finalement pas vraiment. À Lima, je vous conseillerais de rester plutôt dans le quartier de Miraflores, c'est le quartier le plus sûr et le plus surveillé, et franchement il y a déjà de quoi s'occuper dans ce quartier-là. Dans les endroits touristiques ou en ville, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de rondes pour surveiller, donc des policiers à moto ou même à pied. Je vous dirais qu'il faut quand même toujours regarder autour de soi ce qui se passe pour surveiller un petit peu si tout va bien et pour montrer à un éventuel voleur que vous êtes tout simplement attentif. C'est sûr que si vous regardez vos pieds à la moindre inattention, on vous prendra vos affaires. Les objets électroniques sont plutôt des objets qui sont assez convoités. Si vous êtes deux, c'est pas plus mal parce que du coup il y en a un qui peut surveiller l'autre. Moi du coup quand je filmais, bon bah forcément je suis en train de filmer, je suis concentrée sur ce que je filme. Donc Didier surveillait vraiment autour de moi. Et donc voilà, c'est vraiment l'avantage des deux de se surveiller mutuellement. Si vous êtes tout seul, bon bah jetez un œil régulièrement autour de vous. Nous n'avons pas de regret d'être partis au Pérou en octobre-novembre, il faisait ni trop chaud ni trop froid, on a vraiment eu une bonne température générale, on a même pu voir pousser des fleurs dans les montagnes. Globalement il faisait meilleur près des côtes forcément, un petit peu plus frais quand on prenait de l'altitude, mais c'était vraiment plutôt par escalier et globalement on n'est pas descendu en dessous des 5 degrés. Malgré que l'on voit une majorité de déserts, je trouve que les paysages sont assez diversifiés. On a rencontré donc le désert, l'océan, les montagnes, l'entre-deux. Je dirais une terre sèche mais avec quand même des petites fleurs, donc c'est vraiment assez agréable. Bon après on a fait beaucoup de kilomètres mais on a vraiment vu beaucoup de paysages je trouve. Malheureusement, ils ne sont pas très respectueux de l'environnement. On a pu remarquer qu'il y avait quand même beaucoup de poubelles le long des routes, surtout près des grandes villes. Et c'est le cas notamment en arrivant donc, près de Juliaca. A contrario, par contre, près des cultures, c'est vraiment relativement propre.
Alors on passe à la vie pratique. Tout d'abord, ce que l'on pourrait regretter, surtout Didier, c'est de ne pas avoir goûté assez de produits locaux. C'est vrai que là-bas on est assez limité en étant touriste européen parce qu'on peut tomber malade ou finir aux toilettes. C'est vrai que donc ils ont des cuves d'eau qui se trouvent donc au-dessus des toits et qui du coup rend l'eau pas trop potable pour nous. Et puis donc du coup il faut manger plutôt des aliments qui sont cuits et non crus parce qu'ils peuvent être lavés avec l'eau et consommer de l'eau dans des bouteilles d'eau plutôt qu'au robinet. Si vous lavez les dents, pareil, il faut utiliser la bouteille d'eau à côté. Un mal qui arrive souvent aux touristes, donc c'est le mal des montagnes. Je pensais pas y être sujette, mais je l'ai subi quand même lorsque nous sommes arrivés à Puno. Donc ce mal des montagnes est dû à l'altitude, il provoque des vertiges, des palpitations, des nausées, une perte d'appétit, de la fatigue, etc. Les réactions sont différentes selon les personnes. En ce qui me concerne, je me suis réveillée en pleine nuit avec le cœur qui battait très vite, un mal de tête et une grosse difficulté à respirer. Pendant plusieurs jours, j'ai eu également donc une grosse perte d'appétit. Après, donc je me suis quand même toujours forcée à manger et je pense que ça c'est vraiment hyper important. Alors sur place, on peut mastiquer des feuilles de coca pour atténuer donc ce mal des montagnes. Perso, j'avais été prévoyante au cas où, j'avais prévu donc des médicaments et un peu d'homéopathie pour pouvoir anticiper ce mal des montagnes. Mais bon, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas eu ma valise et que c'était dans ma valise, donc je n'ai pas pu les consommer. Alors ce mal des montagnes m'est venu pour plusieurs raisons. Donc nous avons fait beaucoup de kilomètres tout au long de la journée jusque tard le soir. Nous avons pris pas mal d'altitude assez rapidement, même trop rapidement je pense. Et puis nous avons quasiment rien mangé de la journée. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que c'est pas arrivé de suite, c'est arrivé finalement même vraiment en pleine nuit. Dans tous les cas, quand vous êtes au Pérou et que vous prenez de l'altitude, forcez-vous à respirer plus vite et plus fort que d'habitude. C'est pas toujours évident au début, mais ça vous permettra peut-être d'éviter d'avoir le mal des montagnes ou de le soulager si vous l'avez quand même. Alors par exemple à Palcoyo, donc on est à 5000 mètres d'altitude et donc du coup vous pouvez être en hypoxie, donc autrement dit avoir un manque d'oxygène au cerveau. Donc moi je pensais être bien consciente, etc. Et finalement par exemple ma caméra elle est tombée et en temps normal je serais sortie de mes gonds et j'aurais couru vers la caméra. Là en l'occurrence j'étais en train de faire un panoramique et j'ai continué à faire mon panoramique et j'ai à peine relevé. Donc voilà, quand vous êtes en hypoxie, vous avez tendance à pas réagir de la même manière et à faire un petit peu n'importe quoi. Alors vous rencontrerez aussi au Pérou beaucoup de chiens dans les villes, dans les campagnes, sur les routes. Ils sont errants pour la plupart. Je me demande toujours si les Péruviens les aiment ou les aiment pas. Mais après quand on regarde les chiens finalement, ils n'ont pas l'air si malheureux que ça de vivre dans la rue. Ils ont l'air plutôt libres. Ça m'a tenté plus d'une fois de les caresser mais je ne l'ai pas fait puisque bon ils ont l'air paisibles mais je pense qu'il faut pas trop les embêter quand même. Et de plus on ne sait pas, ils peuvent peut-être avoir des maladies donc je vous conseillerais quand même peut-être de ne pas les caresser et de les laisser tranquilles. Alors c'est souvent couvert au Pérou, mais moi personnellement ça m'a pas empêché de prendre des bonnes couleurs, donc prévoyez de la crème solaire. Moi perso j'en avais prévu mais elle est restée dans ma valise que je n'ai pas eu. Et prévoir également chapeau et casquette. Bon après chapeau et casquette vous pouvez en trouver dans tout le pays sur les marchés, parce qu'il n'y a quasiment pas de supermarché, donc sur les marchés. Et puis la crème solaire, donc mettez-la surtout en altitude. Donc globalement tout ce que vous consommez là-bas c'est pas très cher, mis à part quelques sites touristiques. Nous on a trouvé que c'était le cas par exemple avec le site de Ollantaytambo et donc du coup on l'a pas fait puis on est passé à la suite. Lorsque vous mangez au restaurant, donc contrôlez tout de même les factures de vos repas pour vérifier s'ils n'ont pas compté 2 fois quelque chose ou voire même quelque chose en plus. Il y a quelques endroits où vous ne pouvez pas passer devant un restaurant sans qu'on vous alpague. C'est le cas par exemple à Paracas. Donc ça finalement c'est un petit peu pénible parce que finalement vous ne pouvez pas vous promener tranquille. Après nous on leur disait en espagnol qu'on avait déjà mangé. Et puis donc ça les calme un petit peu mais par contre vous recommencez au restaurant suivant. Si vous achetez des souvenirs par exemple, donc sur les marchés, comparez les prix d'un stand à un autre. Les prix des vêtements en alpaga peuvent vraiment varier et donc je dirais aussi que de manière générale, les visites des sites touristiques sont plutôt agréables et les gens qui vous font les visites sont plutôt connaisseurs.
Attention, il n'y a pas des bureaux de change partout. Nous, entre Cusco et Ica, on a eu un petit peu de mal à en trouver. Donc prévoyez toujours un petit peu à l'avance pour être sûr de ne pas vous retrouver à sec. Globalement, le contact est très facile avec les Péruviens et même les autorités, à condition bien sûr de maîtriser un minimum l'espagnol. D'un point de vue purement pratique, je vous conseillerais d'avoir toujours sur vous donc du produit désinfectant pour les mimines et également des mouchoirs en papier, déjà parce que c'est pratique et puis parce que il n'y a pas toujours de papier toilette dans les établissements, donc au moins comme ça vous avez ce qu'il faut. Et surtout ne jamais jeter quoi que ce soit dans les toilettes, y compris le papier, et vous avez toujours une poubelle à côté pour le faire. Il est vraiment essentiel de maîtriser quand même un minimum l'espagnol au Pérou, sans quoi vous aurez quand même des difficultés à communiquer sur place. Didier lui maîtrise plutôt bien l'espagnol et donc pas moi, donc ça nous a bien aidé. Déjà il a apprécié de pouvoir converser avec des personnes sur place et également les autorités péruviennes, et puis ça nous a bien aidé lorsqu'il fallait faire certaines démarches, par exemple pour ma valise ou dans les hôtels ou pour demander une information. Bon après ceci dit, Google Traduction est quand même une bonne aide. Il faut être plutôt responsable au Pérou, les gens ne sont pas maternés ou assistés, il n'y a pas de surprotection comme en France. Par exemple, si vous avez un trou avec un petit peu de vide en dessous, en France on va mettre plusieurs barrières et là-bas par contre vous n'aurez aucune barrière. Donc c'est quand même à vous de faire attention finalement où vous mettez les pieds. Nous avons filmé les hôtels dans lesquels nous avons logé, alors on reprend brièvement ces hôtels afin que vous voyez comment chacun d'eux se présente. Je précise qu'il n'y a pas de partenariat, je vous les présente comme ça, juste pour vous rendre service si besoin.
Certains sites touristiques ne sont pas toujours évidents à trouver, alors on vous donne quelques informations supplémentaires pour certains d'entre eux. Pour revenir sur le voyage lui-même, on peut faire des économies en prenant plusieurs vols plutôt qu'un vol direct, mais un vol direct vous assurera l'arrivée de votre valise jusqu'au bout. Pour revenir sur le voyage lui-même, on peut faire des économies sur celui-ci en prenant plusieurs vols plutôt qu'un vol direct, mais un vol direct vous assurera l'arrivée de vos valises jusqu'au bout. Après, ce sont vraiment toutes les escales qui ont fait que nos valises ont été égarées. Car pour la petite anecdote, et ça je vous l'ai pas dit dans la première vidéo, donc pour le vol retour on a fait Lima-Madrid, Madrid-Londres, Londres-Bâle. Et donc entre Madrid et Londres, l'avion avait à peu près 1 heure de retard. Ce qui fait qu'à Londres, ils n'ont pas eu le temps d'acheminer nos valises pour le vol de Bâle. Donc nous sommes arrivés à Bâle, pas de valise, ni l'un ni l'autre. Bon après ça a été moins compliqué, c'était juste retardé et pas perdu. Ce qui fait que du coup, 2 jours après, nous avons réceptionné nos valises à la maison. Pour terminer cette vidéo, si je devais dire ce que j'ai préféré durant ce voyage, c'est sans hésiter donc les montagnes colorées de Palcoyo à 5000 mètres, donc plus haut que le Mont Blanc. Ça n'a pas été très simple puisque bien sûr l'altitude a fait son effet, mais j'ai vraiment adoré par rapport à la couleur des montagnes bien sûr, l'immensité de l'espace qui se déroulait sous nos yeux, la tranquillité, et j'avais vraiment pas envie de redescendre. Mais c'était magnifique. Si vous désirez aussi faire un voyage au Pérou, je vous conseille quand même de le faire plutôt de manière indépendante plutôt qu'en voyage organisé et de louer une voiture sur place pour être encore plus indépendant. Je pense que c'est la meilleure façon de voyager au Pérou. Cette vidéo prend fin. Donc si jamais j'ai oublié des choses donc dans cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Mettez un petit pouce vers le haut, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait avec la petite clochette pour être averti des nouvelles publications. Et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté!